toute chose, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette conférence au cours de laquelle on va vous parler de plusieurs choses. On va évidemment vous parler d'e-commerce. Si le sujet ne vous intéresse pas, vous êtes dans la mauvaise salle. Le SEO, c'est juste à côté. On va vous parler... Pardon? On va évidemment vous parler de stratégie d'acquisition, de campagne publicitaire, de refonte de comptes publicitaires, mais aussi et surtout, aujourd'hui, on va vous parler d'humain, puisque Robin et Amaury l'ont très bien dit tout à l'heure dans la conférence pour celles et ceux qui étaient déjà là. On oublie très souvent ce facteur-là, et au final, c'est quasiment le facteur le plus important dans une collaboration, dans une success story. Romain n'est pas hyper fan du terme. Et en parlant de Romain, j'ai le plaisir d'être accompagné donc, par Romain Vambel aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu à deux voix notre collaboration, comment elle s'est mise en place, comment elle a évolué, les imprévus qu'on a rencontrés, etc. Donc Romain, si tu veux bien, je te laisse te présenter, nous présenter un petit peu Wurt France. Bonjour à tous, Romain Vambel, tout à fait. Je suis arrivé chez Wurt en 2020, donc ça fait 5 ans, presque 6, que je suis dans cette entreprise. J'ai fait plusieurs postes, j'ai d'abord travaillé dans l'emailing, puis après j'ai rejoint le domaine de la pub, et en 2023 je suis devenu responsable d'une équipe de 8 personnes qui travaillent à la fois dans la publicité et aussi dans le marketing direct. En prenant mes fonctions, on s'est rendu compte vite de quelque chose, c'est que le compte qu'on avait actuellement sur Google Ads et Microsoft Ads n'était pas hyper optimisé, était très complexe et ne répondait pas aux enjeux que nous, on avait envie d'avoir pour la suite. Alors, t'anticipes un peu. Romain est beaucoup trop pressé de rentrer dans le vif du sujet, c'est beau. Je vais en profiter pour me présenter. Vous avez déjà vu, alors vous m'avez entendu à l'instant, vous avez vu très probablement mon prénom. Je m'appelle Thomas Tritsch. Je me présente, je prends un petit peu mon temps comme ça laisse le temps à tout le monde de s'installer. Vous savez donc que je m'appelle Thomas. Ce que vous ne savez pas de moi, c'est que ça fait plusieurs années que je travaille avec deux collaborateurs, deux associés, deux amis à ce stade, Samantha et Lucas, qui sont quelque part dans la slide, je les pointerai du doigt tout à l'heure, très probablement. Avec Samantha et Lucas, on a décidé donc de s'associer, de créer Candy Peak, qui est une agence de publicité digitale. On ne fait que ça. J'ose espérer, je pense qu'on le fait plutôt bien. Notre métier, pour être le plus simple possible au sein de Candy Peak, c'est de vendre, c'est d'aider les entreprises à vendre et à vendre toujours plus sur Internet. Voilà. Et pour ça, on a des outils, on utilise les outils publicitaires, les leviers publicitaires, les leviers d'acquisition qu'on a. Vous en connaissez certains très probablement. Donc, pour réussir à aider les entreprises à vendre et à vendre toujours plus sur Internet, on conçoit des stratégies d'acquisition en activant et en sélectionnant les leviers publicitaires digitaux les plus pertinents en fonction des objectifs des entreprises. Donc, je disais que vous en connaissez certainement. Vous avez très probablement déjà vu de la publicité sur LinkedIn, sur Meta, Facebook, Instagram, sur TikTok, sur l'écosystème de Google, avec Gmail, avec YouTube. Vous avez très probablement déjà vu des publicités sur Le Monde, sur Le Bon Coin. Vous avez entendu des publicités sur Spotify, sur Deezer. Tout ça, c'est autant de leviers publicitaires qu'on est capable d'activer et qu'on active pour nos clients et partenaires. En résumé, l'objectif, c'est d'atteindre, avec l'intermédiaire et avec l'activation de publicité digitale, c'est d'atteindre leurs objectifs, quels qu'ils soient, croissance, part de marché, chiffre d'affaires, notoriété, visibilité sur Internet, et c'est de leur permettre de transformer leurs prospects sur Internet en clients sur Internet directement. Aujourd'hui, vous le savez, on va vous expliquer quelle success story on a eu ensemble, comment on a augmenté les ventes e-commerce de Wurt France de 40% dans les mois qui ont suivi notre intervention. Alors, tout commence, ça fonctionne, génial. Tout commence, l'aventure commence, il y a environ 2 ans, c'est un lundi soir, il commence à faire nuit, il est probablement 17h, 17h30, dans ma tête il pleut, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans ma tête il pleut, c'était assez incroyable, et Romain m'appelle, je décroche, Romain m'explique « Hello Thomas, j'ai un projet, j'ai un gros projet, j'aimerais savoir si Candy Peak est capable de se positionner, veut se positionner, peut se positionner, assieds-toi, t'es pas prêt ».
Donc je m'assois, quand on me dit de m'asseoir, je m'assois. Et là, Romain m'explique toute la situation chez Wurth France, il a déjà brossé un portrait rapide tout à l'heure, et m'explique les raisons pour lesquelles il m'appelle. Plusieurs raisons. La première, je le disais tout à l'heure, donc deux comptes Google Ads et Microsoft Ads qui étaient compliqués à piloter. Beaucoup de mots-clés. Wurth France est une société qui se positionne sur 120 000 références pour tous les clients B2B du marché, automobile, construction, poids lourd, métal, maintenance, administration. Donc voilà, on adresse beaucoup de marchés différents et beaucoup de mots-clés différents, et on se retrouvait avec un compte qui devenait très complexe à gérer, avec beaucoup de mots-clés différents et très complexes. On se retrouvait aussi sur une création de poste. On voulait recruter un spécialiste SEA, et le recrutement était très compliqué parce qu'on n'arrivait pas à trouver le profil qui matchait avec nos besoins. Le seul profil qui matchait, c'était un profil plutôt junior, qui est dans la pièce actuellement, mais où on se retrouvait du coup avec un profil qui allait découvrir un compte qui était très compliqué et qui allait prendre du temps à scale et à apprendre à utiliser le compte. Donc c'est à ce moment-là que moi je me suis dit, ok, bon, Wurth n'a jamais travaillé avec des agences pour toute la partie SEA, et on s'était dit, on avait des bons contacts avec Thomas, on avait travaillé déjà par le passé sur plusieurs petits projets. Je m'étais dit, bon bah écoutez, c'est la première personne que je vais appeler, et donc j'appelle Thomas et je lui dis, j'ai un gros projet et j'ai besoin de savoir si vous êtes capable de l'encaisser. Alors on lui répond, on y réfléchit déjà pour commencer, parce qu'effectivement c'est un gros projet, et les gros projets c'est toujours bien de prendre le temps de réfléchir, de faire un peu le point en interne, voir comment on peut avancer de cette manière-là, voir si on a une réponse qui est intelligente et qui est satisfaisante pour atteindre les objectifs de la personne qui fait appel à nous. Et on finit par dire, évidemment, on ne serait pas là aujourd'hui à vous raconter cette success story. Après, j'arrête, promis. On répond, évidemment, bien sûr, Romain. On se positionne. Et voilà comment on se positionne. Alors, on sait ce qu'on a à faire à partir de là. Une fois qu'on a notre pitch complet, une fois qu'on a une meilleure compréhension des enjeux pour Romain et des raisons pour lesquelles il fait appel à nous, on va commencer par élaborer ensemble un plan d'action. La première étape de ce plan d'action, c'est un audit de l'existant. Cet audit va répondre à plusieurs objectifs et va prendre près de 2 mois, hein, quelque chose comme ça. L'idée, quand je vous explique l'audit de l'existant, ce que je veux vraiment dire, c'est un audit de l'écosystème digital de Wurth, avec, comme Romain l'expliquait à l'instant, un focus très particulier et très spécifique sur le compte Google Ads, qui est un des piliers, sinon le pilier, de la stratégie d'acquisition e-commerce de Wurth France. Au cours de cet audit, Lucas, dont je vous parlais en introduction, va mieux cerner l'écosystème, et ça va lui permettre de comprendre et de s'approprier l'existant. Par exemple, comment Wurth fait pour adresser exclusivement, par l'intermédiaire de ses campagnes publicitaires et de sa communication digitale, une cible B2B, une cible exclusivement professionnelle. Comment sont paramétrées les campagnes publicitaires de Wurth France? Comment, est-ce qu'on a des points d'amélioration qui nous sautent aux yeux immédiatement? Est-ce qu'il y a des erreurs sur le compte? Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus fines? Comment sont pilotées les campagnes publicitaires? Quels sont les KPI, donc les principaux indicateurs de performance, sur lesquels l'équipe en interne se base pour déterminer le succès ou l'échec d'une campagne publicitaire? Et une fois qu'on a établi, finalisé cet audit, eh bien, ça nous permet de valider avec quelques modifications le plan d'action et d'intégrer toute cette réflexion qui est à ce stade très théorique, de l'intégrer dans une roadmap pour déterminer sur presque 1 an comment on opère, alors ce sera notre réponse, comment on opère la refonte complète du compte Google Ads. J'ajoute juste quelque chose là-dessus. On disait tout à l'heure qu'on allait être transparent, on va l'être. C'est à cette étape-là qu'il y a eu sûrement le plus de discussions et le plus de problématiques entre nous, je dirais, où forcément, eux, ils arrivent avec une roadmap qui est classique et qui ne s'adapte pas forcément au début à notre métier à nous, à notre activité à nous. Et en fait, on a fait énormément de réunions. Moi, j'ai donné énormément mon temps aussi, parce que moi, c'est un partenaire avec qui je travaille, ce n'est pas une agence, pour qu'ils puissent comprendre l'écosystème, comprendre toutes les spécificités, pour que quand le plan arrive au stade de validation, on puisse avoir le plan qui est le plus cohérent et qui est le plus structuré par rapport à comment nous, on doit fonctionner demain. Tout à fait. Et ça permet notamment d'anticiper, puisque la refonte d'un compte Google Ads, ça ne se fait pas comme ça. J'ai fait clac, si jamais vous n'avez pas entendu au micro. Et ça permet d'anticiper les risques
qu'on va prendre pendant toute cette période de refonte et les enjeux business qu'il y aura derrière pour Wurte France, notamment pour que Romain et son équipe soient capables de faire les reportings auprès de la direction les plus clairs, les plus compréhensibles possibles sur ce qu'il est en train de se passer. Ce n'est pas un petit chantier. Donc Romain, je te laisse éventuellement expliquer justement ces enjeux, ces risques. Oui, tout à fait. Déjà, le premier risque d'une restructuration, comme on va la mener, comme Thomas dit, pendant 1 an, ça va être forcément tout ce qui va être perte de chiffre d'affaires. Parce que forcément, on est sur des comptes qui doivent scale et où les campagnes doivent apprendre pour s'optimiser. Donc tout le temps d'optimisation, on va le perdre potentiellement en chiffre d'affaires. Donc ça va être aussi comment on peut rassurer la direction sur on va dans le bon sens, faites-nous confiance. Donc ça a été déjà le premier gros travail, ça a été éduquer, que ce soit mon équipe et aussi la direction, à ce changement est nécessaire et faites-nous confiance, sur long terme ça va fonctionner. Deuxième gros sujet, la saisonnalité produit. Quand on a 120 000 références, on ne les vend pas tout au long de l'année. Il y a des saisons pendant lesquelles on va les vendre plus que d'autres. Dans l'ancienne structure du compte, c'était impossible de gérer cette saisonnalité. Trop complexe, trop de mots-clés, trop de produits différents à gérer. On a cherché des solutions du coup pour répondre à ce deuxième risque. Le troisième risque, forcément, la direction, si on leur dit du jour au lendemain on change tout le compte et que ça plante, bah du coup, on fait plus de chiffres. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi, tu as dit 1 an, c'était même plutôt 1 an et demi vers la fin. Ouais, c'est vrai. On a fait une migration très progressive qui nous a permis de limiter beaucoup la perte de chiffre d'affaires en compensant avec d'autres campagnes et en permettant à ce que chaque campagne scale de manière différente et différée. Définir des objectifs aussi tout au long. Ça n'a pas été au début on définit tous les objectifs. Non, au fur et à mesure on se disait ok, il y a cette nouveauté de Google, on peut l'intégrer ou pas dans la roadmap avec tel ou tel objectif. On a essayé de faire en sorte que la roadmap soit la plus flexible possible également pour s'adapter à ce qui se passe. Et bien sûr, Thomas le disait, quand on a une direction qui investit plusieurs millions d'euros dans de la publicité, ils veulent savoir combien ça rapporte. Et donc du coup, ça a été aussi travaillé sur toute cette partie reporting KPI pour donner une vision la plus claire possible sur ce que ça génère et ce que ça rapporte. Voilà, tout à fait. Je me permettrai d'ajouter quelques petites précisions. Alors, par rapport à la migration progressive, voilà, elle était positive aussi, pour que vous compreniez bien l'état d'esprit dans lequel on est à ce moment-là. L'idée, c'est de commencer dans notre roadmap par faire une migration sur les campagnes publicitaires qui ont le moins d'impact sur le chiffre d'affaires généré sur le compte Google Ads pour commencer. Et en fait, par ce biais-là, on va valider les hypothèses qu'on a formulées pendant notre plan d'action, les valider par la donnée, pas uniquement par une réflexion stratégique, une étude de marché, etc. Et ça nous permet soit de se dire « Ok, on est dans le bon sens, on va dans la bonne direction », soit de dire « Attention, là on constate ça, peut-être très anecdotique sur une seule campagne parmi les 5 ou 6 par lesquelles on commence par exemple, mais on constate ça, est-ce que ça peut poser un risque par rapport aux campagnes qui viennent par la suite? Comment on organise en fonction de ces premières itérations à faible impact business, comment on organise la migration sur les campagnes les plus importantes, celles qui auront les objectifs de chiffre d'affaires les plus conséquents, celles qui auront également les objectifs de progression les plus importants, puisque l'objectif de la refonte, c'est bien évidemment de dégager plus de bénéfices avec à investissement publicitaire ISO. Et donc tous ces paramètres-là, on les prend en considération et ça nous permet à toutes les étapes de notre accompagnement de continuer à échanger de la même manière que ce qu'on a fait pendant l'audit, c'est-à-dire de se dire, ok, la stratégie qu'on a définie ensemble est-elle toujours d'actualité? Qu'est-ce qu'on revoit? Qu'est-ce qu'on modifie? Comment on améliore les choses? Comment on s'imprègne des datas qu'on collecte pour être capable de faire mieux et d'aller plus loin pour la suite? Et ça passe par... J'avais peur que le GIF ne fonctionne pas, je suis trop heureux qu'il fonctionne. Sinon, je vous l'aurais mimé. Voilà. Ça passe par quelque chose qui est hyper important, je vous l'ai dit en introduction, ces collaborations-là, ces projets-là, qui soient en interne, qui soient externalisés, qui soient en collaboration sur les 2 volets, ce sont des projets qui fonctionnent avant tout sur l'humain, sur l'équipe qui est au cœur du projet. Alors là, vous avez une vision globale de toutes les personnes qui sont intervenues. Alors je vais commencer par les personnes qui sont les plus nombreuses et qui étaient au final qui ont eu un impact sur le projet, mais de la manière la plus lointaine. Les chefs produits qui ont été sollicités pour améliorer notre compréhension des produits, améliorer la façon dont on les vend, dont on les met en avant dans les campagnes publicitaires. Le pôle créa. Alors, le pôle créa, notamment, qu'on remercie parce que c'est grâce à un membre du pôle créa
créa qu'aujourd'hui, on travaille ensemble avec Romain. Il a passé notre CV sur le bureau, grosso modo. Le pôle e-business, évidemment, on ne change pas les résultats de l'e-business sans avoir une collaboration étroite avec ce pôle-là. Alors, quand je vous parle de cette collaboration, c'est soit avec l'agence, soit en interne directement avec Romain et son équipe qui font le transfert des informations et qui nous permettent toutes et tous d'avancer. Et on en arrive à l'équipe la plus importante, le cœur de l'équipe, enfin la plus importante, les gens qui se sont le plus investis sur ce projet-là. Pour commencer, j'aimerais vous parler de Lucas et Dylan, notre duo de choc, notre dynamique duo, une vraie bromance comme vous le verrez sur la slide suivante. Ils sont dans la salle si vous voulez, ils sont là-bas. Hein. Si jamais, vous pourrez leur demander à la fin si c'est une bromance ou si j'ai exagéré. Et l'idée, c'est que Lucas est l'architecte de cette transformation. C'est lui qui est derrière la réflexion stratégique, c'est lui qui est derrière le paramétrage opérationnel, mais ça, c'est dans les premiers temps, et peu à peu, ça va changer pour que Dylan prenne de plus en plus de place sous la gouvernance de Lucas. Oui, parce que du coup, je vous ai pas dit l'information principale, c'est que oui, on est passé par une agence et du coup, la personne sur qui on avait flashé, qui était junior, on l'a en effet embauché à la fin, donc qui est donc Dylan, et donc Dylan a pris le compte dans la restructuration. Et ça qui était hyper intéressant aussi pour nous, c'est qu'au-delà de subir le compte, il l'a co-construit et ça lui a permis aujourd'hui de maintenant comprendre parfaitement les enjeux et la finesse de l'analyse et du paramétrage qu'on a fait. Voilà, à côté de ça, vous retrouvez Samantha et Sylvain. Samantha du côté CandyPic, Sylvain du côté de Wurtefrance, qui gèrent tous les deux la partie display, la partie programmatique, que ce soit sur le compte Google Ads ou sur le reste de l'écosystème de Wurt. Vous nous retrouvez tous les deux, Romain et moi-même. Alors, j'aime bien nous imaginer comme les deux personnes sur le GIF, tu sais, juste à se dire, ok, ça se passe bien, hein, ça bosse bien, allez, on continue. Et vous retrouvez Michael et Alexandre. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Michael? Je me chargerai de présenter Alexandre. Ça va aller très vite. Hein. Michael, c'est tout simplement mon boss, à qui je rendais des comptes à chaque fois qu'on avançait sur le compte. Aussi, c'est quelqu'un qui avait de l'expérience, un peu plus d'expérience que moi quand j'ai commencé en tant que responsable. Donc ça nous a permis aussi de contrôler de notre côté qu'on ne faisait pas n'importe quoi côté Wurt. Et du coup, on a eu aussi un contrôle qualité côté Alexandre. Voilà. Et Alexandre, en fait, c'est une tierce personne. C'est une partie extérieure à laquelle CandyPic va faire appel. C'est un consultant externe spécialisé en Google Ads, auquel on fait appel, non pas qu'on n'est pas compétent, mais tout simplement au vu des enjeux que ça représente en termes de business pour Wurtefrance, et évidemment, au vu des enjeux que ça représente pour nous également, on veut que tout se passe bien, on fait appel à Alexandre pour avoir, non pas un avis sur la partie opérationnelle, mais pour avoir une vision, une prise de recul sur les choix stratégiques qu'on met en œuvre et qu'on déploie. Donc en fait, j'ai pas honte de le dire aujourd'hui, on a essayé de faire preuve d'humilité pour que le projet se passe dans les meilleures conditions possibles, en faisant appel à, grosso modo, hein, pour être très cash, quelqu'un qui fait notre métier, et en ayant cette vision-là de... et je me souviens de l'appel avec toi, Romain, pour dire, écoute, voilà la strat, mais en fait, nous, on pense qu'avoir quelqu'un en plus, c'est la meilleure manière de s'assurer qu'on va dans la bonne direction, encore une fois. Donc voilà pourquoi le contrôle de qualité, une sorte de N+1 dans tous les sens. Petit focus, on en a parlé, maintenant vous avez les visages, petit focus sur Dylan et Lucas. Encore une fois, ils sont là-bas, hein, n'hésitez pas à aller les voir, ça va les gêner à mort, nous on va bien se marrer. Et donc, la refonte du compte, pour parler de manière tout à fait opérationnelle, la refonte du compte, ce qu'elle va demander, ce qu'elle va nous apporter, c'est une modernisation et une simplification des campagnes publicitaires. On intègre à ce moment-là, pour celles et ceux d'entre vous qui ont une vision un petit peu plus spécifique sur ce qui peut se passer sur un compte Google Ads et des campagnes publicitaires, on est en plein dans la période où Google décide que c'est le bon moment pour intégrer l'IA dans ses campagnes. On a notamment les campagnes Performance Max qui sont des campagnes très spécifiques et qui fonctionnent extrêmement bien. Et tout ça, on l'intègre au fur et à mesure dans notre réflexion en se disant « Ok, ça fonctionne ». Let's go tester, on essaye, on va bien voir ce que ça donne. Toute cette démarche-là nous permet de diminuer la voilure, de se reconcentrer sur certaines catégories de produits intéressantes, hyper rentables, et donc de simplifier la gestion du compte de deux manières, d'une manière purement opérationnelle au quotidien, et d'une manière un petit peu plus stratégique, quand vous avez moins de campagnes à suivre, vous avez des KPI plus spécifiques, et bien le suivi des résultats, l'analyse et l'amélioration de vos résultats est beaucoup plus simple à faire.
Peut-être quelques chiffres pour que vous ayez un peu le contexte de pourquoi cette restructuration a pris du temps. On est quand même sur 2500 mots-clés à la base sur lesquels on se positionne. 7500 mots-clés. 7500 et on arrive à 2500. On arrive à 2500, ouais. Tout à fait. Avec la partie campagne intelligente, etc. Ça nous évite de se positionner en exact et de se positionner plutôt en broad, par exemple. Donc ça nous a permis de simplifier vachement l'utilisation du compte, parce que je vous assure que quand vous arrivez dans l'entreprise et on te dit ben, tu as 7500 mots-clés à gérer, il faut que tu les regardes tous les jours pour savoir si on est performant dessus, c'est pas la même histoire que de dire tu regardes les 30 campagnes et on regarde au fur et à mesure de manière granulaire comment ça fonctionne. Donc c'était aussi le but. Le deuxième objectif, le pilotage à la performance. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'on est aussi dans la période où Google parle de plus en plus de ROAS, donc c'est-à-dire tout ce qui va être pilotage à la performance, à la rentabilité maximale. Et nous, à ce moment-là, on se pose la question de est-ce qu'on doit migrer sur cette nouvelle stratégie? La réponse est oui. La question, c'est plutôt comment on va le faire. Et donc, c'est à ce moment-là que nous, on change de stratégie totale. Bon, avant, on a une stratégie totalement CPC. Donc CPC fixe, donc on définit des CPC, on se positionne dessus. Là maintenant, on donne de plus en plus la main du coup à l'IA et à l'algorithme pour nous chercher les performances les plus intéressantes possibles sur les mots-clés sur lesquels on se positionne. Mais ce que ça veut dire aussi, notamment par rapport au board du côté de Romain, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, on redéfinit les KPI de pilotage. Cette nouvelle visibilité, on passe d'une logique de trafic vers le site internet très qualifiée dans une optique d'acquisition et de vente à une optique d'optimisation des investissements publicitaires. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de faire, peu importe le trafic qu'on génère, peu importe le prix qu'on paye nos clics, ce qui nous intéresse, c'est d'être rentable et de tirer de nos campagnes publicitaires la rentabilité maximale. Et vous verrez dans les slides suivantes, parfois ça donne des résultats qui sont un petit peu qui font un petit peu peur hein, le matin quand tu connectes, que tu regardes le compte, tu fais oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, et en fait c'est normal, c'est pas grave, mais ça nécessite cette prise de recul. Dylan et Lucas, ils vont faire un énorme travail sur la structuration des process. Quitte à restructurer le compte, autant mettre en place cette nouvelle dynamique d'optimisation quotidienne des annonces, des mots-clés, des campagnes publicitaires pour avoir la chose la plus structurée possible. Et enfin, les tests constants, je vous en ai déjà un petit peu parlé. L'idée, c'est vraiment de procéder par itération, une étape après l'autre, histoire d'être le plus performant possible et de limiter les risques au maximum. Alors, ces fameux risques, justement. Alors, vous retrouvez au milieu le risque principal qu'on a encouru, hein, ce fameux clic à 400 € qui était rentable. Mais quand vous payez un clic, c'est-à-dire vous avez un internaute qui a cliqué sur votre publicité et qui, après, on l'espère, a acheté, bon, ça fait un petit peu peur. On se pose quelques questions et se dit, ok, est-ce qu'on ne va pas revenir un petit peu en arrière ? Au final, ça, c'est vraiment très anecdotique par rapport à tous les imprévus qu'on a rencontrés sur le compte de Virte France. Mais il faut être prêt à anticiper et à rencontrer ce genre de choses quand vous changez une dynamique complète. Les autres choses qu'on a vues, c'est sur plusieurs campagnes, on a des CPC, donc des coûts par clic, un clic d'un internaute sur nos annonces publicitaires, qui sont multipliés par 10. C'est pas grave. Nous, ce qu'on calcule, ce qu'on voit désormais, c'est la rentabilité des annonces publicitaires. Et dans ce calcul-là, peu importe, on est toujours rentable en payant nos CPC 10 fois plus cher. Ça, on essaie de l'encadrer, on essaie de l'optimiser, de l'améliorer avec le temps. Mais dans la nouvelle dynamique qu'on instaure, c'est pas dramatique. Là où c'est un petit peu plus complexe, c'est que... Romain le disait tout à l'heure, on a des campagnes, on avait acté 3 mois d'apprentissage environ par nouvelle campagne publicitaire intégrée. Pourquoi 3 mois? Tout simplement parce qu'à l'époque, c'est la norme, ce qu'on imaginait pour les campagnes Performance Max, c'est ce que nos confrères et nous-mêmes, on voyait. C'est des campagnes qui avaient besoin de temps pour apprendre. Et on a certaines de ces campagnes publicitaires qui apprennent sur 6 mois. Et c'est un petit peu long. Voire on a certaines campagnes publicitaires qui n'apprennent pas. Donc toutes ces erreurs, tous ces imprévus, encore une fois, nous demandent de nous adapter, d'être réactifs, de revoir notre copie, de revoir notre plan d'action, parfois de mettre de côté certaines campagnes publicitaires qui ne correspondent plus à cette nouvelle stratégie au profit de campagnes qui performent, voire qui surperforment. Ouais, de mon côté, en fait, moi, mon objectif à ce moment-là, c'est de faire le pompier, c'est-à-dire je prends les informations que j'ai, c'est-à-dire les performances sont pas folles, et de les trier pour essayer de trouver les informations que je vais dire à ma direction.
pour éviter de les faire paniquer au bout de 2 mois de restructuration. Donc ça a été aussi un travail où on a beaucoup travaillé avec Thomas, nous, de notre côté, sur comment on fait pour évangéliser le discours et faire en sorte que ce soit compréhensible par ma direction, sans pour autant les faire paniquer et qu'ils se rendent compte qu'on va peut-être dans le mur. Non, on n'allait pas dans le mur, on savait où est-ce qu'on allait, il fallait juste qu'ils le comprennent. Et ça a été aussi un gros travail de mon côté, en tout cas faire comprendre au-dessus que cette restructuration, on allait dans le bon sens. J'avais bien aimé une image que tu avais prise quand tu me disais, quand on était parti dans le Nord au Raid Cards. Alors, Romain et moi, on est team Mentalo parce qu'on a passé une vingtaine d'heures en voiture condensées sur 2 jours pour aller à un événement professionnel. Ça aide à créer des liens et à se rapprocher, et notamment à découvrir un amour réciproque pour la Mentalo. En fait, Romain a utilisé une expression que j'ai trouvée incroyable. Il me dit à ce moment-là, que ce soit pour les commerciaux, que ce soit pour la direction, que ce soit pour certains membres de mon équipe, pour l'e-business, peu importe, on fait de la magie noire. On nous donne de l'argent, on en fait quelque chose, et regardez du chiffre d'affaires. C'est incroyable la publicité digitale. Vraiment, c'est dingue. Et donc, il y a vraiment cet effort d'évangélisation qu'on a fait ensemble, que nous, on fait au quotidien avec nos clients. C'est hyper important pour nous qu'ils comprennent ce qu'on leur raconte. Parce que cette image est absolument insupportable de « Oui, regarde, ça a fonctionné. Tu comprends rien aux chiffres que je t'avance, mais t'inquiète, ça a marché. » Et donc ça, à tous les niveaux, c'était hyper important qu'on ait cette réflexion-là. Et ça nous permet d'atteindre des résultats qui sont hyper intéressant. Oui, donc du coup, Thomas le disait, donc plus 40% de ventes sur les 6 mois qui ont suivi la fin de la restructuration. Alors, le chiffre, forcément, on l'a rendu très putaclic. C'est vraiment 40% de ventes, mais avec 20% de budget en plus. Donc forcément, ça rend un peu moins beau, mais c'est quand même 40% d'augmentation de ventes. Et aujourd'hui, à date, on a réussi à multiplier notre rentabilité par 2 sur l'ensemble de nos campagnes, 1 an après que la restructuration soit terminée. Donc ça, c'est une info que je t'avais pas donnée. Non, c'est vrai. Qui date de la semaine dernière. C'est pas mal. Donc voilà. Donc quand on parle de compte moderne et prêt à scaler, on scale encore après cette restructuration. Meilleur suivi des résultats. Aujourd'hui, avec Dylan, on regarde les résultats quasiment tous les jours, ce qui nous permet d'optimiser chaque campagne ou chaque mot-clé sur lesquels on va se positionner de manière très simple et intuitive. Donc ça, c'est aussi une grande réussite de mon côté, c'est qu'on puisse aujourd'hui gérer le compte de manière totalement granulaire sans pour autant perdre des heures à faire des recherches. Et une équipe parfaitement autonome, bien sûr. Aujourd'hui, on ne travaille plus ensemble. Depuis 1 an, on ne travaille plus ensemble. Et de notre côté, ça fonctionne toujours aussi bien le compte. Et on sait que si jamais on a un problème, on peut toujours les contacter si jamais on a un besoin pour que ce soit de l'accompagnement ou même des questions qu'on peut se poser sur tel ou tel sujet. Oui, bien sûr. Dylan et Lucas ont continué pendant des mois d'échanger après. Alors évidemment, à une fréquence un peu moins intense que pendant la restructuration, mais ils ont continué d'échanger pour se poser des questions, parler de leur veille, etc. Ça, c'était hyper cool à voir et pour nous, c'est un vrai succès. Un autre succès, si vous voyez bien les photos, tout le monde sourit encore. Ça, c'est plutôt pas mal. Et surtout, chez Candy Peak, on est toujours 3. À droite, vous voyez toujours Lucas. Pendant un moment, il était tellement investi auprès de Wurt, on avait un petit peu peur qu'il nous quitte. Heureusement pour nous, on a toujours sa compétence avec nous. Ce qu'on retient de cette année de collaboration, de cette année d'accompagnement, de cette année d'échange intense. Déjà, quand vous avez un e-business, ou quand vous faites du business sur Internet, que vous soyez un e-commerçant ou non d'ailleurs, si vous voulez générer du contact commercial qualifié, si vous voulez travailler votre notoriété, etc., peu importe, il faut constamment tout remettre en question. Le succès de votre stratégie d'acquisition digitale dépend de ça. Vous ne pouvez pas partir du principe que si ça fonctionne aujourd'hui, ça fonctionnera encore demain. Vous allez avoir des concurrents, vous allez avoir un contexte. On est tous, je pense, très au courant de l'actualité aujourd'hui qui change un petit peu la donne et qui fait que ce qui marchait il y a encore 2 ans fonctionne plus forcément aussi bien ou différemment aujourd'hui. On remet tout en question, mais on ne remet pas tout en question n'importe comment. Vos réflexions stratégiques, vos intuitions, je crois que c'est Robin qui le disait très très bien tout à l'heure, doivent vous permettre d'avancer, mais doivent être sans arrêt confrontés à la data. On a la chance d'avoir un métier de chiffres.
la chance ou la malchance, hein, ça je vous laisse en décider, mais on a la chance dans notre métier d'avoir des chiffres qui nous permettent de ne pas piloter à l'aveugle autant que faire se peut. Profitez-en, capitalisez là-dessus. Externaliser versus internaliser. Là, c'est la question de est-ce que j'embauche pour internaliser la compétence ou est-ce que je fais systématiquement appel à des agences, à des personnes, à des prestataires externes. Au vu de notre relation, j'ai envie de dire pourquoi choisir. Prenez le meilleur des deux mondes en fonction de vos besoins et avancez de cette manière-là. Nous, on savait que la mission était timée. On savait qu'on avait une échéance avec Wurt France. C'est pas grave, ça marche bien dans ce cas aussi, et on a donné tout ce qu'on pouvait donner à Wurt, et ils nous l'ont, je crois, assez bien rendu. L'apprentissage prend du temps, anticipez-le. Que ce soit un apprentissage purement opérationnel sur vos campagnes publicitaires, ou que ce soit un apprentissage en termes d'équipe, en termes de conception stratégique, anticipez ces choses-là. On prend trop souvent des retards parce qu'on ne réfléchit pas à ce paramètre, qui est avant tout, encore une fois, un paramètre humain. Et donc, je finirai là-dessus, et puis je crois qu'on a le temps pour prendre quelques questions. Oui, ce serait cool, on a commencé à l'heure, on a fini à l'heure. Et donc, je finirai là-dessus. Ce projet, alors c'est une analyse très personnelle, hein, j'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ça, mais c'est un projet avant tout technique. Une refonte complète d'un compte Google Ads, ça demande des compétences techniques, une vision stratégique. Mais ce projet technique, il avait évidemment de très forts enjeux business. Et le succès de ce projet technique avec de très forts enjeux business, il a été avant tout humain. Voilà, je vous remercie. C'était beau, hein? Une vraie success story. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. C'était super et dans le fond et dans la forme. Moi, j'ai une petite question sur les campagnes et l'apprentissage des campagnes. Parce que ce que vous disiez, c'était qu'au début, on avait imaginé une période d'apprentissage de 3 mois. Finalement, il y en a qui ont pris plus de temps, jusqu'à 6 mois. Il y en a qui n'ont pas appris. Comment vous faites pour pas tout couper et paniquer quand, au bout de 4 mois, en fait, on voit que la période d'apprentissage, elle continue? Et comment vous arrivez à jauger celles qu'on va couper, justement, et celles qu'on ne va pas couper? Alors, je dirais que ça, c'était plus mon travail à moi dans la collaboration. Alors, comment on fait? Déjà, premièrement, il faut quand on signe avec CandyPick, on accepte que les résultats ne seront pas là tout de suite. Donc déjà, quand la direction, je leur dis on signe avec eux, voilà ce qui va se passer, ils sont au courant qu'au bout de 3 mois, les campagnes ne seront peut-être pas optimisées. Ils espèrent qu'au bout de 3 mois, ce soit le cas. Si ce n'est pas le cas, il faudra qu'on voit. Comment on décide de ça? Avec la data, on regarde au fur et à mesure que ce soit nos CPC, nos CPA, nos ROAS, et on se dit est-ce que la campagne s'améliore ou pas? Si on voit qu'elle s'améliore et qu'on se rend compte qu'au niveau de la saisonnalité, on est dans un moment clé, alors à ce moment-là, on va se dire ok, on va peut-être lui laisser un peu plus de temps. Mais il faut qu'on voit quand même une courbe d'amélioration des performances depuis le jour 1. Parce qu'il y a des campagnes, aujourd'hui, je dirais qu'il y a un tiers du compte qu'on a coupé de tests qu'on a fait parce que en fait on s'est rendu compte qu'au bout de 6 mois et même de 9 mois que la campagne performait toujours pas, et donc du coup à ce moment-là nous on prend le parti pris de se dire ok, alors c'est pas le moment ou alors c'est pas la bonne campagne. On regarde les résultats, on se dit est-ce que ça peut encore augmenter? Si c'est pas le cas, bah du coup on coupe. Si on voit que ça peut encore aller chercher de la perf, on la laisse. Mais c'est vraiment, on regarde les courbes. Est-ce que la courbe est ascendante ou pas? Si la courbe n'est pas ascendante, alors à ce moment-là on dit que la campagne ne va pas perf. Et ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on les coupe et on les reteste quelques mois après, en se disant peut-être que c'était l'algo, peut-être que c'était les assets, peut-être que c'était les mots-clés qui n'étaient peut-être pas les bons à ce moment-là. Donc du coup, à ce moment-là, on repense la campagne et on la relance peut-être 4-5 mois après. Ça répond à la question? Je reviens sur le côté des 20% d'augmentation de budget. Est-ce que ces 20% qui ont été amenés de manière supplémentaire ou est-ce que vous l'avez pris d'autres régies? Tous ces paramètres de multi-attribution, par exemple, sur Google par rapport à Meta, par rapport à d'autres régies, comment vous les avez gérés et comment vous pouvez piloter la performance entre ces différents canaux?
Ouais, alors cette réponse, je vais en faire une version très courte, mais il me faudrait 2 heures, je pense, pour expliquer tout ce que j'ai expliqué là-dessus. Parce qu'il faut savoir qu'on travaille avec 7 régies différentes. Donc forcément, ça multiplie aussi les difficultés de pouvoir piloter le budget. Moi, j'ai la chance chez Word France, c'est qu'à peu près tous les ans, on me donnait entre 10 et 15% d'augmentation de budget. Cette année-là, vu qu'il y avait la restructuration, on s'était dit qu'on allait allouer un peu plus de budget pour que du coup, on puisse vraiment tester les campagnes et leur donner de quoi apprendre. Donc en fait, ce qu'on a fait à ce moment-là, c'est qu'on a gelé les budgets sur les autres outils pour les mettre dans la restructuration du compte Google. Donc ce qu'on a fait, c'est que pendant un an, on a augmenté les budgets purement sur Google et sur Microsoft en parallèle, parce qu'on faisait aussi nos tests, nous, sur Microsoft. Et sur tous les autres leviers, on a gelé les augmentations de budget. Et ce qu'on a fait, c'est que l'année suivante, vu qu'on n'était plus dans la recherche d'améliorer et d'augmenter le budget sur Google, on l'a stabilisé l'année suivante pour que du coup, on aille chercher de la perf avec le même budget que l'année précédente. Parce que sinon, c'est simple, hein, tous les ans, tu augmentes de 20%. Si tu scales bien avec ton compte, tu fais 20% de croissance, voire un peu plus. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, avec 0, on va aller chercher 10, on va aller chercher 15. Et c'est ce qu'on a réussi à faire cette année, en stabilisant le budget VS l'année précédente, pour qu'on puisse vraiment aller chercher de la rentabilité au maximum. Mais par contre, la gestion du budget, ouais, c'est une grosse partie de mon quotidien aujourd'hui, pour savoir où est-ce que je l'attribue. Tu parlais de Facebook, tu parlais de Microsoft, on travaille avec d'autres régies, Criteo, etc. Et donc forcément, c'est comment on va allouer le budget selon les performances. Dylan qui est là, on a un énorme dashboard avec toutes les données et on les regarde tous les jours pour savoir sur quelle campagne ou sur quel levier on va mettre l'argent et comment on le modifie, on le fait fluctuer au fur et à mesure des mois. Ça répond à la question ? J'en profite une seconde, je vais juste rajouter quelque chose. Il y a un point hyper important dans la répartition entre différents leviers publicitaires. C'est évidemment un retour sur investissement. Ça, c'est la façon la plus facile de trancher entre les leviers qui fonctionnent moins, qui ne fonctionnent pas. Mais ça doit correspondre à une sorte de philosophie. Ça rejoint un petit peu la réponse à la question précédente, c'est-à-dire de ne pas paniquer, de se dire ok, on va commencer par établir dans notre stratégie d'acquisition un socle commun de performance, un socle certain. Là, en l'occurrence, ça a été, grâce à la refonte, ça a été l'ensemble des canaux SIA, donc Google et Microsoft Ads. Et une fois qu'on a construit ce socle-là, alors on va chercher de la performance ailleurs. Et ça, c'est une démarche qu'on voit pas toujours, qui, moi, me semble parfaitement logique et rationnelle, mais qui permet de structurer les choses de la manière la plus cadrée possible, en fait. Voilà. Alors oui, ma question, ça va être plutôt par rapport à la direction. Comment vous arrivez à justifier spécifiquement que ce sont ces modifications du compte Google Ads qui ont apporté 40% et non pas d'autres actions extérieures ? J'ai souvent ce problème justement de dire oui, alors j'ai 20% d'augmentation, j'ai un meilleur ROS, mais dire spécifiquement c'est grâce à cette action ou à cette restructuration, c'est un peu compliqué parfois justement à expliquer à la direction. Comment vous avez fait un peu de votre côté ? Je suis tout à fait d'accord, c'est encore mon combat aujourd'hui de réussir à faire ça. Alors comment je fais ça ? On arrive en fait à extrapoler le contexte actuel. En fait, ce qui se passe, c'est que on est dans une grosse boîte, donc forcément on a plein de KPI, et ce qu'on regarde, c'est la croissance du marché actuel. Si par exemple on se rend compte que le marché croît de 20% et que nous on fait 20% de croissance, peut-être que c'est pas grâce à nos campagnes que du coup on fait les croissances, et c'est peut-être grâce au marché. Ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à la même période, le marché était en croissance de 5%, quand nous on fait 40%. Donc du coup, bien sûr qu'il y a d'autres facteurs, et c'est pour ça qu'on parlait aussi tout à l'heure des autres pôles qui travaillent avec nous. Par exemple, on a beaucoup travaillé avec la partie e-commerce pour que les pages de destination sur lesquelles on renvoie puissent être plus performantes qu'elles l'étaient par le passé. Donc forcément, on va se dire, oui, c'est peut-être grâce aux pages de destination. Sauf qu'en fait, on a fait énormément d'A/B tests. On laissait les anciennes pages, on mettait les nouvelles, on voyait comment ça fonctionnait. Est-ce qu'on allait chercher plus de perf ou pas ? Et en fait, ça a été énormément d'A/B tests qu'on a fait pour se dire, ok, en fait, on va dans le bon sens avec cette restructuration. Et on se rend compte aujourd'hui encore plus que cette restructuration va dans le bon sens, puisque le marché, en tout cas dans lequel on est, nous, il stagne, voire décroît, et on est encore allé chercher de la perf sur le mois de septembre avec 5 à 10% de croissance sur la partie SEA, sur la partie rentabilité, chose qu'on n'avait jamais été chercher par le passé dans n'importe quel contexte. Donc c'est vraiment cette partie-là de regarder ce qui se passe sur le marché, se dire ok, on essaie de décorréler ce qui se passe sur le marché, et beaucoup d'A/B tests. On a fait beaucoup d'A/B tests pour se dire ok, dans le sens qu'on a,
on va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on avait laissé l'ancienne campagne et la nouvelle campagne tourner en même temps pour voir comment ça fonctionnait. Et on s'est rendu compte que la nouvelle campagne performait beaucoup mieux que l'ancienne. Je vous vois. Merci pour vos éléments de réponse. J'ai juste une question. Vous parlez de restructuration de compte, mais en fait, on ne comprend pas bien quel choix stratégique et quelle orientation vous avez donné à vos nouvelles campagnes. Enfin, qu'est-ce qui a vraiment été décisif quels sont vraiment été vos bras de levier et vos choix? C'est ça qu'on a envie de creuser un peu à vous écouter, parce qu'on comprend l'audit, la remise à plat, le plan d'action, mais on ne comprend pas l'avant et l'après et quels ont été vos choix qui ont vraiment porté leurs fruits pour le coup. Ouais. C'était volontaire qu'on n'avait pas fait quelque chose de très technique parce qu'on ne savait pas un petit peu l'audience qu'on avait, donc on s'était dit qu'on allait faire un truc plutôt global. Pour rentrer purement dans la technique, on avait un compte qui était géré à la base par le CPC et par des mots-clés en exact. Ce qui faisait qu'on avait un compte qui était très peu automatisé et très compliqué dans la compréhension. En fait, on avait un compte qui datait de 2012 et qui n'avait pas évolué depuis 2012, entre guillemets. Donc, on avait une ancienne méthode qui ne correspondait plus aux attentes de Google qui étaient aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser plus tout ce qui est broad, faire confiance à l'IA, essayer d'aller chercher des audiences plus larges. Et donc, en fait, dans cette stratégie, on s'est aussi rendu compte que notre rentabilité de nos campagnes sur les 3 dernières années avant 2023, donc de 2020 à 2023, on n'arrivait pas à aller chercher plus de rentabilité. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait 20% de croissance de budget, 20% de croissance de CA. Mais donc, du coup, on n'allait pas chercher plus de rentabilité. Vous le savez, nous, ce qu'on a anticipé, c'est le fait que on n'allait pas toujours avoir 20% de croissance de budget parce que tout simplement, le marché est plus tendu. Donc, quand c'est plus tendu, on donne moins de budget. Donc, on s'est dit, le problème, c'est que l'année où on aura moins de budget et qu'on va nous dire, nous, on attend plus 20%, comment on fait ? Donc en fait, à ce moment-là, on s'est réunis, nous, côté Wurt, autour d'une table en se disant « Ok, maintenant, il faut un compte qui soit capable d'aller chercher de la rentabilité ». C'est à ce moment-là que, du coup, Google a sorti Performance Max. C'est aussi à ce moment-là que tout ce qui est TerraOS est sorti. Et nous, le problème, c'est qu'on n'était pas du tout armés pour pouvoir faire ces choses-là. Et nos campagnes n'étaient pas armées pour pouvoir faire ça. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti de zéro, on est reparti d'une page blanche en disant « Ça, c'est toutes les campagnes qu'on veut lancer, et ça, c'est nos objectifs qu'on veut mettre en face ». Donc ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on est allé chercher le seuil de rentabilité de tous nos produits que l'on vend sur 120 000 références pour qu'on puisse se dire ok, par exemple cette gamme de produits elle est rentable à partir de ce moment-là, et donc du coup on a vraiment cherché au maximum la rentabilité de nos campagnes comme ça. Aujourd'hui, ça fait que toutes nos campagnes, on ne regarde plus certains KPI qu'on regardait avant dans nos stratégies, qui sont par exemple le CPC et le CPA. Aujourd'hui, ce n'est pas des KPI qu'on regarde, alors qu'il y a 3 ans, c'était les seuls KPI qu'on regardait. Maintenant, le seul KPI qui nous intéresse vraiment, c'est la rentabilité. Donc, je dirais que c'est le gros switch qu'on a fait dans notre stratégie, essayer de ramener plus d'automatisation, faire plus confiance à l'IA et aller vraiment chercher un pilotage à la rentabilité, où avant, on avait un pilotage à la croissance de commandes. Ouais. Pour moi, c'est clair en tout cas, mais j'étais là. Donc, et pour préciser encore un petit peu plus les choses, peut-être, même s'il risque d'y avoir des redites, juste pour illustrer, on passe d'un compte publicitaire sur lequel vous pouvez partir du principe qu'il y a des milliers de mots-clés, il y a quelques milliers de groupes d'annonces et il y a des centaines de campagnes publicitaires. Si vous partez du principe que la mission opérationnelle d'un traffic manager et d'un chargé de compte Google Ads au quotidien, c'est de passer sur les mots-clés, rien que ça, c'est pas du tout la seule chose, mais c'est de passer sur les mots-clés, de voir lesquels sont performants, lesquels on arrête, lesquels on met plus en valeur et de modifier les CPC qui sont liés à ces mots-clés-là. Je vous laisse imaginer à quel point gérer un compte comme ça, c'est impossible en fait pour une seule personne. Il faut une équipe entière et dédiée. Donc, on passe de cette structuration-là à une structuration où on modifie la réflexion globale, la conception même de l'utilisation du compte Google Ads. Donc, juste pour clarifier, le ROAS, c'est le retour sur l'investissement publicitaire. C'est une data qui nous permet de dire, pour 1 euro investi, combien d'euros de chiffre d'affaires j'ai généré.
Et donc on intègre dans notre réflexion globale ces éléments-là. Comme Romain le disait à l'instant, on part du principe qu'on va travailler sur des catégories de produits avec des marges à peu près ISO, à peu près cohérentes, et en intégrant ces catégories de produits par campagne, en fait, à terme, on est capable de dire, OK, ma marge, je vous prends un exemple stupide, mais c'est vraiment pour illustrer, ma marge sur cette catégorie de produits, elle est de 10 €. Donc, mon objectif initial, cohérent par rapport aux campagnes en place, c'est d'atteindre un ROAS, un coût par acquisition, qui me permet de dépenser 2 € pour générer 10 €. Voilà, j'ai mon ROAS de 5, 2 pour 10. Et à partir de là, on optimise. Et à partir de là, on va travailler mieux la rentabilité. Et donc, cette approche-là nous laisse, pour des groupes, pour des catégories de produits avec une marge aussi restreinte, ça ne nous laisse pas forcément énormément de marge de manœuvre. Mais pour des catégories de produits avec des marges où, pour chaque vente, vous générez plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires, là, tout d'un coup, les perspectives d'évolution de vos campagnes publicitaires sont impressionnante, et en groupant ces produits-là, vous donnez beaucoup plus d'informations à Google pour lui dire hey, ça c'est un signal qui m'intéresse, là j'ai une vente, cet internaute-là il m'intéressait, va m'en trouver d'autres sur Internet, les mêmes. Et parmi ceux-là, regarde, celui-là il a acheté pour 800 € de matériel, celui-là pour 600 €. Celui qui a acheté pour 800 € m'intéresse plus, va m'en trouver d'autres sur Internet. Et c'est cette dynamique-là qui n'était pas du tout celle du compte initial, c'est vraiment cette dynamique-là qui a été intégrée dans notre réflexion. Alors, j'ai bien conscience que ça reste encore très théorique, mais comme tu disais tout à l'heure, en fait, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures, qu'on n'en ferait encore pas complètement le tour. Mais voilà, j'espère que ça répond à votre question. Merci à tous. On va s'arrêter là pour maintenant. Merci à vous deux parce que c'était vraiment un partage très riche et très concret. Et bravo du coup pour votre travail ensemble. Et si vous avez encore des questions, je pense que vous pouvez les retrouver à la sortie.